Dans le cul-de-sac de Sycamore Bend, tout semblait respirer la sécurité. Pelouse tondue, enfants à vélo, voisins saluant depuis leur véranda. Cette illusion vola en éclats lorsqu'une camionnette blanche s'arrêta pour Nia Cole. À 11 ans, elle était encore assez jeune pour être vulnérable. Sa petite silhouette fut tirée vers l'intérieur sombre du véhicule tandis que les voisins restaient figés sous le choc. Son père, Isaiah, semblait n'être qu'un autre père de banlieue profitant d'une vie tranquille. Ce que les ravisseurs n'avaient pas réalisé, c'est qu'Isaiah Cole n'était pas un homme ordinaire. C'était un Navy SEAL. Des années de combat l'avaient préparé à ce moment. Il pensait avoir le contrôle. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Avant de continuer, indiquez d'où vous regardez dans le monde et assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de demain est une histoire à ne pas manquer. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur Sycamore Bend tandis que le SUV d'Isaiah Cole tournait dans leur paisible cul-de-sac. Le bruit familier des tondeuses à gazon bourdonnait au loin, et les brumes arc-en-ciel des arroseurs en rotation captaient la lumière dorée. Des enfants à vélo traçaient des motifs nonchalants dans la rue tandis que les parents s'occupaient de leur jardin. « Papa, attends. Avant de tout décharger, je dois te montrer quelque chose, » dit Nia, sa voix empreinte d'une gravité inhabituelle. La fillette de 11 ans tenait son téléphone, ses yeux sombres intenses derrière ses lunettes à monture violette. Isaiah coupa le moteur et se tourna dans son siège pour faire face à sa fille. Même après une course de routine au supermarché, son entraînement le poussait à scanner son environnement, une habitude inconsciente de ses jours de cils qui n'avait jamais vraiment disparu. « Qu'y a-t-il, ma puce ? J'ai enregistré ça il y a 2 jours derrière le clubhouse, expliqua Nia en brandissant son téléphone. Je rentrais de la piscine et j'ai entendu des cris. La vidéo montrait le sergent Cléburu, un flic qu'Isaiah connaissait des réunions de quartier, poussant agressivement un adolescent noir contre le mur du clubhouse. Le garçon ne pouvait pas avoir plus de 15 ans, il portait un short de basketball et un maillot des Warriors. Le visage de Buru était rouge de colère alors qu'il attrapait le col de la chemise du jeune. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Buru crépita dans le haut-parleur du téléphone. « C'est une propriété privée, petit voyou. » L'officier donna une autre poussée brutale, faisant claquer la tête de l'adolescent contre le mur de briques. « Je ne fais que traverser pour rentrer chez moi, monsieur, » balbutia le garçon, les mains levées. « Ma mère habite sur Lake. »« Tais-toi, » grogna Buru, pressant son avant-bras sur la poitrine de l'adolescent. « J'en ai marre que vous pensiez pouvoir aller où vous voulez. La prochaine fois que je te surprends ici, tu finiras me noter. » La mâchoire d'Isaiah se serra en regardant. La vidéo était courte mais accablante. Un abus de pouvoir clair filmé en plein jour. Il remarqua les mains de Nia trembler légèrement alors qu'elle tenait le téléphone. « Je me cachais derrière l'unité de climatisation, » murmura-t-elle. « Il ne m'a pas vu filmer. » Isaiah prit doucement le téléphone, revoyant le clip. Son entraînement militaire se déclencha, analysant les détails, l'horodatage, l'angle, la vue claire du numéro de badge de Buru. « Tu as bien fait de me montrer ça, Nia, mais nous devons être prudents avant de le partager, le temps de trouver la meilleure façon de gérer ça. » Je l'ai déjà posté sur « Commença Nia. » Rentrons d'abord les courses, l'interrompit doucement Isaiah, ne voulant pas avoir cette conversation dans la voiture. Ensuite, nous parlerons de ce qu'il faut faire. Ils sortirent dans l'après-midi chaud. Isaiah ouvrit le coffre, attrapant plusieurs sacs tandis que Nia mettait son sac à dos sur son épaule. Le poids de ce qu'ils venaient de regarder planait entre eux alors qu'Isaiah triait les courses. Une camionnette blanche aux vitres teintées passa lentement devant leur allée, se déplaçant anormalement lentement pour leur rue tranquille. Les instincts de combat d'Isaiah s'activèrent. Quelque chose dans l'allure délibérée du véhicule ne collait pas. Il tendait la main pour un autre sac lorsque la camionnette s'arrêta brusquement. La porte latérale s'ouvrit avec fracas. 2 hommes vêtus de noir et cagoulés jaillirent du véhicule avec une coordination exercée. Avant qu'Isaiah ne puisse crier un avertissement, l'un d'eux avait Nia dans sa prise. Des bras épais s'enroulèrent autour de sa poitrine, la soulevant de terre. « Papa !» Le cri de Nia transperça l'après-midi paisible alors que l'homme la traînait vers la camionnette qui attendait. Son téléphone claqua sur le trottoir. Le second homme masqué se déplaça pour bloquer le chemin d'Isaiah, adoptant une posture agressive. À travers les trous pour les yeux de son masque, des yeux bleus froids étudièrent Isaiah avec une concentration prédatrice. Isaiah laissa tomber le sac de course de ses mains. Des boîtes de soupe et de légumes roulèrent sur l'allée au ralenti.
Le temps sembla se cristalliser tandis que son entraînement de cils prenait le dessus, sa conscience de combat s'élargissant pour capter chaque détail. Le premier ravisseur luttait avec le corps agité de Nia, essayant de la manœuvrer vers l'intérieur sombre de la camionnette. Isaiah aperçut une étoile de shérif tatouée sur le cou de l'homme alors que son masque se déplaçait. Le deuxième agresseur était plus grand, se déplaçant avec la posture exercée de quelqu'un habitué à la violence. Les visages des voisins apparurent aux fenêtres. Un enfant à vélo se figea au milieu d'un coup de pédale. Quelqu'un cria au loin, mais le monde d'Isaiah s'était réduit à une simplicité géométrique, la distance à sa fille, les angles d'attaque, les points de levier mécanique qu'il pourrait utiliser contre les ravisseurs. Sa première action devrait désactiver l'agresseur bloquant tout en empêchant la camionnette de s'échapper avec Nia. Dans la fraction de seconde avant qu'il ne se jette en avant, l'esprit d'Isaiah catalogua ses avantages, le rail de la porte de la camionnette, la hauteur du trottoir, le gravier meuble sur le pavé qui pourrait compromettre l'équilibre d'un adversaire. Le soleil de fin d'après-midi capta le contour argenté du rétroviseur latéral de la camionnette alors que les muscles d'Isaiah s'enroulaient pour bondir. La scène de banlieue paisible était sur le point d'exploser en violence. Mais contrairement à ses agresseurs, Isaiah ne se battrait pas avec une simple brutalité. Il se battrait avec l'efficacité précise et dévastatrice qu'il avait maintenue en vie à travers d'innombrables missions. La différence entre un voyou et un guerrier était l'entraînement. Et ces hommes, quels qu'ils soient, venaient de faire l'erreur fatale de menacer la fille d'un Navy SEAL. Nia hurla de nouveau alors qu'Isaiah s'élançait, ses pieds quittant le sol tandis que la chorégraphie minutieuse du combat commençait à se dérouler. L'après-midi paisible vola en éclats comme du verre alors que le premier impact dévastateur se profilait. Isaiah explosa en mouvement, se lançant sur le ravisseur qui tenait Nia. Son corps se déplaçait avec une précision létale, chaque action découlant de milliers d'heures d'entraînement. La porte coulissante de la camionnette était toujours ouverte, une vulnérabilité critique qu'il pouvait exploiter. Il claqua son épaule contre la porte, la projetant violemment contre le trottoir surélevé. Le métal grinça alors que la porte se bloquait dans son rail, l'empêchant de se fermer. Le ravisseur tenant Nia trébucha, déséquilibré par l'impact. Lâche-la, grogna Isaiah, sa voix portant la menace silencieuse de quelqu'un qui savait exactement combien de dégâts il pouvait infliger. Le plus grand agresseur balança un poing charnu vers la tête d'Isaiah. Isaiah esquiva le coup, sentant le vent passer près de son oreille. Dans le même mouvement fluide, il attrapa une ceinture de sécurité lâche pendue à l'intérieur de la camionnette. La sangle en nylon devint une arme dans ses mains. Il claqua la ceinture comme un fouet, frappant le plus grand homme au visage. L'agresseur masqué recula, jurant. Isaiah n'hésita pas. Il leva son coude et le planta sous les côtes de l'homme, sentant quelque chose craquer. Le ravisseur se plia en deux, haletant. Nia se débattait dans l'étreinte du premier agresseur, ses jambes frappant sauvagement. L'un de ses pieds frappa solidement le genou de l'homme. Il grogna de douleur, sa prise se relâchant juste assez. Isaiah saisit l'instant. Il attrapa le masque de l'homme et le lui arracha, exposant un visage pâle tordu de rage. Un tatouage noir d'une étoile de shérif se détachait nettement sur la peau de son cou. Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde, assez longtemps pour qu'Isaiah mémorise chaque détail des traits de l'homme. « Vous avez choisi le mauvais enfant », dit Isaiah, ses mots précis et froids. Le combat se déplaça sur la pelouse impeccablement tondue alors qu'Isaiah pressait son avantage. Des courses éparpillées craquaient sous leurs pieds, des boîtes de céréales écrasées, des canettes roulantes et du lait renversé s'infiltrant dans l'herbe. Un système d'arrosage voisin se déclencha, envoyant des jets d'eau en arc de cercle sur la scène. Le plus grand agresseur se rétablit et chargea, essayant de plaquer Isaiah par derrière, mais Isaiah était déjà en mouvement. Il redirigea l'élan de l'homme en utilisant une projection de hanche qu'il envoya s'écraser sur son partenaire. Les deux ravisseurs tombèrent lourdement. Nia se libéra dans le chaos, s'éloignant à toute vitesse. « Papa » hurla-t-elle. « Cours à la maison » ordonna Isaiah, se tenant entre elle et les agresseurs. L'homme au tatouage d'étoile sortit quelque chose de sa ceinture. L'éclat métallique d'un couteau capta la lumière du soleil. L'entraînement au combat d'Isaiah passa à un niveau encore plus élevé. Ce n'était plus juste un combat. C'était une menace mortelle contre son enfant. Il réduisit la distance avant que le couteau ne puisse se lever, piégeant la main armée et appliquant une pression écrasante sur le poignet. Des os grinçaient. Le couteau tomba sans danger sur l'herbe mouillée. Autour d'eux, des voisins étaient sortis de leur maison.
des téléphones portables enregistraient la scène depuis les vérandas et les allées. Quelqu'un criait d'appeler la police. Le plus grand ravisseur se releva en chancelant, du sang coulant là où la ceinture de sécurité avait déchiré son masque. Il regarda Isaiah, puis son partenaire tombé, puis de nouveau la porte de la camionnette bloquée. Prenant sa décision, il se précipita vers la cabine du véhicule. Le moteur rugit. Les pneus crissaient sur le pavé alors que la camionnette commençait à s'éloigner. L'homme au tatouage d'étoiles se libéra de l'étreinte d'Isaiah et plongea désespérément vers la porte latérale ouverte. Il réussit à peine à s'accrocher alors que la camionnette accélérait, ses jambes traînant sur la rue. Isaiah les laissa partir. Noter la plaque d'immatriculation était moins important que de vérifier sa fille. Il entendait des sirènes approcher au loin alors qu'il se tournait vers Nia. Elle se tenait tremblante sur leur pelouse, ses lunettes de travers, ses vêtements froissés par la lutte. Au moment où leurs yeux se croisèrent, elle courut vers lui. Isaiah tomba à genoux dans l'herbe mouillée, la serrant dans ses bras. « Je te tiens, ma puce » murmura-t-il, la tenant serrée contre sa poitrine. Il sentait tout son corps trembler. « Je te tiens. Tu es en sécurité. » L'eau du système d'arrosage continuait de pleuvoir autour d'eux, se mêlant aux larmes sur les joues de Nia. Les muscles d'Isaiah lui faisaient mal du combat, et il sentait des ecchymoses se former là où il avait pris des coups. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Sa fille était en sécurité dans ses bras. Les voisins se rapprochaient, leur téléphone toujours en train d'enregistrer. Madame Lorraine d'un accent grave côté s'approchait déjà avec une couverture. Les sirènes devenaient plus fortes, les lumières rouges et bleues commençaient à clignoter à l'entrée de leur cul-de-sac. « Avez-vous vu leur visage » demanda Nia à travers ses larmes. « J'en ai vu un » dit Isaiah, lissant ses cheveux mouillés sur son visage. « Et ils vont regretter de t'avoir approché. » Il la serra plus fort alors que la première voiture de police arrivait. L'entraînement militaire d'Isaiah cataloguait déjà chaque détail qu'il avait observé, taille, corpulence, style de combat, le tatouage d'étoiles, la marque et le modèle de la camionnette. Il trouverait ses hommes. Mais pour l'instant, sa seule mission était d'être là pour sa fille. Le paisible dimanche après-midi avait volé en éclats dans la violence, laissant des courses éparpillées et des voisins choqués dans son sillage. Mais alors qu'Isaiah était agenouillé sur sa pelouse, Nia tremblante dans ses bras, il savait avec une certitude absolue qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour la garder en sécurité. Les ravisseurs avaient fait une terrible erreur en s'en prenant à sa famille. Ils ne le savaient pas encore. La détective Lena Ortiz arriva alors que les dernières traces de lumière du soleil s'estompaient du ciel. Les lumières rouges et bleues des voitures de patrouille stroboscopiques balayaient la rangée soignée de maisons de banlieue, transformant le paisible cul-de-sac en scène d'urgence. Elle sortit de sa voiture banalisée, observant les courses éparpillées qui jonchaient toujours la pelouse des Cole, et la petite foule de voisins rassemblés derrière le ruban de police jaune. Isaiah était assis sur les marches de son perron avec Nia recroquevillée à ses côtés, une couverture de Madame Lorraine enroulée autour de ses épaules. Il s'était nettoyé et avait changé de chemise, mais Ortiz pouvait voir les débuts d'ecchymoses se former le long de sa mâchoire et de ses avant-bras. Monsieur Cole l'approcha-t-elle, son badge déjà à la main. « Je suis la détective Lena Ortiz. Ça vous dérange si nous parlons de ce qui s'est passé ici » Isaiah hocha la tête, serrant doucement l'épaule de Nia. « Pouvons-nous faire ça à l'intérieur ? Ma fille en a assez d'être un spectacle aujourd'hui. » Bien sûr. Ortiz les suivit dans la maison, notant les photos militaires sur le mur et l'organisation impeccable du salon. La discipline de combat se manifestait dans la vie civile. Ils s'installèrent à la table de la cuisine, Nia toujours pressée contre son père. Ortiz sortit son carnet, sa plume planant au-dessus de la page vierge. « Expliquez-moi tout » dit-elle. Le récit d'Isaiah était précis, tactique, exactement ce à quoi elle s'attendrait de la part d'un ancien SEAL. Il décrivit l'approche de la camionnette, les positions des agresseurs, chaque mouvement du combat avec des détails clairs. Quand il mentionna le tatouage d'étoiles de shérif, la plume d'Ortiz s'arrêta brièvement sur le papier. Isaiah remarqua la légère hésitation. « Ce détail a un sens pour vous » dit-il. Ce n'était pas une question. Ortiz choisit ses mots avec soin. Plusieurs rapports récents ont mentionné des tatouages similaires. Rien de concluant pour l'instant. Elle le regarda dans les yeux. « Vous devriez agir avec prudence, monsieur Cole. Certaines eaux sont plus profondes qu'elles n'y paraissent. » Avant qu'Isaiah ne puisse répondre, un coup à la porte fit sursauter Nia. Madame Lorraine se tenait sur le perron,
brandissant son téléphone. Désolée d'interrompre, dit-elle, mais j'ai pensé que vous devriez voir ça. Ma caméra de sécurité a tout filmé. Les images étaient nettes et claires, la réaction explosive d'Isaiah à l'attaque, l'efficacité brutale de ses mouvements, le moment où il arracha le masque du ravisseur. Ortiz les regarda 2 fois, prenant des notes. Plusieurs voisins ont filmé, ajouta Madame Lorraine. Ce jeune couple d'en face, les Kim, leur caméra de sonnette a enregistré l'approche de la camionnette. Et Madame Davison d'un accent grave côté filmait sur son téléphone tout le temps. Nous aurons besoin de copies de tout, dit Ortiz. Elle se tourna vers Isaiah. Une idée de la raison pour laquelle ils ont ciblé votre fille spécifiquement? Isaiah commença à secouer la tête, mais Nia parla d'une petite voix. Je pense que c'était à cause de mon téléphone. Ma puce, qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Isaiah. Nia sortit son téléphone de sa poche, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle ouvrait une vidéo. Tu te souviens de ce que je t'ai montré plus tôt avec le sergent Buru? La vidéo était tremblante mais assez claire, un officier en uniforme poussant un adolescent noir contre un mur derrière le clubhouse de la Shoah, agressif et injuriant. L'expression d'Ortiz se durcit en reconnaissant Buru. Quand as-tu enregistré ça? Demanda-t-elle doucement à Nia. Il y a 2 jours. Je rentrais de la piscine et j'ai entendu des cris. Nia se pressa contre Isaiah. Le garçon ne faisait rien de mal. Il était juste assis là. Ortiz regarda la vidéo de nouveau, la mâchoire serrée. Monsieur Cole, je vais être direct avec vous. Cela complique les choses, car cela montre l'un de vos officiers abusant de son pouvoir. La voix d'Isaiah était calme mais contenait une pointe. Parce que Buru a des amis haut placés. Ortiz le regarda droit dans les yeux. Et un historique de plaintes qui disparaissent. Vous comprenez ce que je veux dire? Isaiah hocha lentement la tête. Parfaitement clair. Détective, ils passèrent 1 heure de plus à examiner les détails, Ortiz prenant les déclarations des voisins qui allaient et venaient. Tout au long, elle remarqua comment Isaiah gardait Nia près de lui, comment ses yeux suivaient chaque mouvement, comment il se positionnait entre sa fille et les fenêtres. Finalement, bien après la tombée de la nuit, Ortiz rangea son carnet. J'aurai besoin de vous 2 au poste demain pour signer des déclarations formelles concernant ce soir. Verrouillez bien la maison. Elle s'arrêta à la porte. Et Monsieur Cole, soyez sur vos gardes. Tous ceux qui portent un signe ne le méritent pas. Après son départ, Isaiah fit une vérification de sécurité approfondie de la maison pendant que Madame Lorraine restait avec Nia. Il testa chaque fenêtre, chaque serrure, vérifia le mécanisme de la porte de garage et du portail arrière. Ce n'est que lorsqu'il fut satisfait qu'il commença la routine du coucher de Nia. Une histoire supplémentaire ce soir, demanda-t-il alors qu'elle grimpait dans son lit, son pingouin en peluche préféré serré fort. Peux-tu rester juste jusqu'à ce que je m'endorme? Bien sûr, ma puce. Il s'assit au bord de son lit, lissant ses cheveux sur son front. Je te promets que tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal. Mais s'ils reviennent? Alors ils devront me passer sur le corps. Il lui embrassa le front. Et ça n'arrivera pas, souviens-toi de ce que je te dis toujours. Tu me protèges, murmura Nia. Toujours et à jamais. Isaiah resta jusqu'à ce que sa respiration se régularise dans le sommeil, sa prise sur le pingouin se relâchant finalement. Il faisait une dernière vérification de la maison lorsqu'un mouvement attira son attention à travers la fenêtre avant. Une camionnette blanche, différente de celle de tout à l'heure, mais suffisamment similaire pour déclencher des signaux d'alarme, passa lentement devant l'entrée du cul-de-sac. Ses phares étaient éteints, la rendant presque invisible dans l'obscurité. Isaiah regarda depuis derrière le rideau, son corps tendu pour l'action. La camionnette termina son circuit et disparut au coin de la rue. Mais le message était clair. Ce n'était pas fini. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la pelouse d'Isaiah alors qu'il sirotait son café, regardant Nia se préparer pour l'école. Les événements de la veille semblaient presque irréels, mais les ecchymoses sur ses bras et le nœud serré dans son estomac étaient bien réels. Un coup sec à la porte les fit tous 2 se figer. Isaiah se dirigea d'abord vers la fenêtre, son entraînement militaire se déclenchant. 2 officiers en uniforme se tenaient sur son perron, et derrière eux, l'air incroyablement satisfait, se trouvait Gab Mallory, le chef autoproclamé de la sécurité du quartier. Reste dans la cuisine, dit Isaiah calmement à Nia. Elle hocha la tête, serrant son sac à dos contre sa poitrine.
Isaiah ouvrit la porte, positionnant son corps pour bloquer l'entrée. « Puis-je vous aider, monsieur Cole ?» Mallory s'avança, son bronzage d'entrepreneur rendant ses dents artificiellement blanches lorsqu'il souriait. « Nous devons discuter de l'incident d'hier. » Rien à discuter. 2 hommes ont tenté d'enlever ma fille. Fin de l'histoire. L'un des officiers, un homme trapu aux cheveux coupés courts, s'éclaircit la gorge. « Monsieur, nous avons des déclarations de témoins indiquant que vous avez agressé 2 bénévoles de la surveillance de quartier qui répondaient à des signalements de vol juvénile. » La prise d'Isaiah se resserra sur l'encadrement de la porte. « C'est un mensonge. » « Est-ce le cas ?» Mallory sortit une tablette, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude. « Parce que nous avons de multiples rapports d'une jeune personne correspondant à la description de votre fille, filmant autour du clubhouse de la Shoah sans autorisation. Lorsque nos bénévoles ont tenté de l'interroger sur une activité suspecte, ils ont essayé de la traîner dans une camionnette, » coupa Isaiah, sa voix d'un calme mortel. « Ils tentaient d'interpeller un suspect, » dit le second officier, comme le leur permet la charte de surveillance de quartier. Isaiah entendit le petit halètement de Nia depuis la cuisine, sa mâchoire serrée. « Montrez-moi cette charte qui permet à des hommes adultes d'attraper des enfants dans la rue. » Monsieur Cole, la voix de Mallory se durcit légèrement. « Nous prenons la sécurité de la communauté très au sérieux ici. Maintenant, si vous voulez bien sortir, nous devons effectuer une fouille de votre véhicule. » Pas sans mandat. Le premier officier produisit un papier. « En voici un. Signé par le juge Albrook ce matin. » Isaiah reconnut le nom. Le juge habitait 3 rues plus loin dans l'une des plus grandes maisons du lotissement. Il l'avait vu aux réunions de la Shoah, toujours assis près de Mallory. Sans choix, Isaiah sortit dans son allée. D'autres voisins se rassemblaient maintenant, attirés par la présence policière. Il vit des téléphones levés pour enregistrer. Sous le SUV, cria un officier. Il atteignit sous le véhicule d'Isaiah et en ressortit avec un couteau de chasse dans un sac de preuves. « Eh bien, qu'avons-nous ici ?» Le rire d'Isaiah était amer. « Vraiment ? C'est ce que vous allez utiliser. » « Possession d'une arme illégale, » lut l'officier, sortant ses menottes. « Retournez-vous, monsieur. » « Ce couteau n'était pas là hier soir, » dit Isaiah clairement, s'assurant que les voisins enregistrants pouvaient l'entendre. La détective Ortiz a fait un examen complet de la propriété. « Retournez-vous, » répéta l'officier, ou nous ajoutons résistance à l'arrestation. Isaiah obtempéra, son entraînement militaire en conflit avec ses instincts alors que les menottes se refermaient. Il entendit le cri de Nia avant de la voir jaillir de la maison. « Papa, non. » Elle essaya de courir vers lui, mais fut interceptée par 2 femmes en tenue décontractée qui semblèrent apparaître de nulle part. « Ça va aller, chérie, » dit l'une d'une voix apaisante et exercée. « Je suis Madame Peters des services de protection de l'enfance. Nous sommes là pour nous assurer que vous êtes en sécurité. »« Je suis en sécurité, » luta Nia. « Avec mon papa. Il m'a protégé. » Mallory intervint, sa voix empreinte de fausse sympathie. « Votre père a démontré un comportement préoccupant. Le juge Albrook a autorisé une surveillance protectrice temporaire jusqu'à ce que nous puissions éclaircir tout ça. » Isaiah tira sur les menottes, sa voix serrée par une fureur contrôlée. « Vous touchez à ma fille et quoi, monsieur Cole ?» Mallory haussa un sourcil. « Plus de menaces de violence ? Vous n'aidez vraiment pas votre cause ici. » Les travailleuses des services sociaux essayaient d'emmener une Nia qui se débattait vers leur voiture lorsqu'une voix autoritaire coupa le chaos. « Enlevez vos mains de cet enfant immédiatement. » Madame Lorraine Whittaker se tenait au bout de l'allée, ses cheveux argentés brillant sous le soleil du matin. Bien que retraitée depuis des années, elle portait toujours l'autorité indubitable d'une directrice qui avait géré des écoles difficiles pendant 3 décennies. « Mademoiselle Lorraine, » commença Mallory, « ceci est une intervention officielle, officielle quoi ?» Elle s'avança, sa canne claquant sèchement sur le béton. « Harcèlement officiel ? Corruption officielle ? Racisme officiel ?» Elle fixa les travailleuses des services sociaux d'un regard sévère. « Je connais toutes les réglementations des services à l'enfance de cet État, et je ne vois aucune circonstance d'urgence qui justifierait un retrait sans audience. » Les travailleuses hésitèrent, regardant les officiers avec incertitude. De plus, continua Madame Lorraine, en tant que personne tenue de signaler depuis 40 ans, j'ai déjà soumis ma déclaration de témoin concernant la tentative d'enlèvement d'hier à la fois à la détective Ortiz et à la division des droits civiques du FBI.
Elle tendit la main à Nia. Alors, à moins que vous ne vouliez expliquer à un juge fédéral pourquoi vous séparez un enfant de son père sur la base de preuves manifestement fabriquées, je vous suggère de reconsidérer. Le sourire de Mallory avait disparu. Madame Whittaker, vous interférez avec quoi? Sa voix aurait pu geler le feu. Votre petit jeu de pouvoir? Votre tentative de faire taire une enfant qui a enregistré quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir? Elle attira Nia près d'elle. La seule chose avec laquelle j'interfère, c'est l'injustice. Et croyez-moi, j'ai eu beaucoup de pratiques. Les travailleuses des services sociaux échangèrent des regards, puis reculèrent. Même les officiers semblaient mal à l'aise. Ce n'est pas fini, dit Mallory doucement. Non, acquiesça mademoiselle Lorraine. Certainement pas, elle regarda Isaiah, toujours menotté. Il vous emmène au comté. Quand il hocha la tête, elle serra la main de Nia. Ne t'inquiète pas pour ta fille. Elle restera avec moi jusqu'à ce que la détective Ortiz règle ça. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Isaiah. Elle ne sera pas seule. Isaiah sentit une partie de la tension quitter son corps. Madame Lorraine protégeait les enfants du quartier depuis plus longtemps qu'ils n'étaient en vie. Nia serait en sécurité avec elle. Il est temps d'y aller, dit l'officier, conduisant Isaiah vers la voiture de patrouille. Papa, crée Nia. Ça va, ma puce, répondit-il calmement. Mademoiselle Lorraine te protège jusqu'à ce que je rentre. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Reste forte, récita Nia, sa voix tremblante mais déterminée. Reste intelligente. Reste en sécurité. C'est ma fille. L'horloge de la cuisine dépassait minuit alors qu'Isaiah, affalé à sa table, était entouré d'un dédale de formulaires des services sociaux et de documents juridiques. Ses yeux brûlaient à force de lire le texte dense. Chaque paragraphe s'entortillait dans un langage bureaucratique conçu pour semer la confusion et l'intimidation. Le cautionnement lui avait coûté la majeure partie de ses économies, mais au moins, il était chez lui. La maison semblait vide sans la présence de Nia. Pas d'émission Netflix en arrière-plan, pas de questions de devoirs venant du salon, pas de soupirs d'adolescente concernant les choix de dîner, juste le silence et le doux bourdonnement du réfrigérateur. Isaiah se frotta les tempes, essayant de se concentrer sur le papier devant lui. Quelque chose à propos d'une évaluation psychologique et d'une étude à domicile. Les mots s'entremêlaient, son épuisement les rendant flous. Il était réveillé depuis près de 40 heures d'affilée, d'abord en cellule de garde à vue, puis à gérer le cautionnement, puis à rencontrer un défenseur public qui semblait plus intéressé par les négociations de peine que par la justice. Un léger grattement lui fit lever la tête brusquement. La plupart des gens l'auraient attribué à une branche d'arbre ou au tassement de la maison, mais l'entraînement d'Isaiah en tant que s'il lui avait appris à faire confiance à son instinct, et en ce moment, chaque terminaison nerveuse était en alerte. Il resta parfaitement immobile, contrôlant sa respiration, écoutant. Il y eut un nouveau bruit, venant de la fenêtre de la chambre de Nia. Isaiah se déplaça silencieusement dans la maison sombre, des années d'expérience au combat guidant ses pas pour éviter les planchers qui grinçaient. Il se pressa contre le mur à côté de la fenêtre de Nia, reconnaissant qu'elle soit en sécurité chez Madame Lorraine ce soir. Le grattement continua, métal sur métal, quelqu'un travaillant sur le moustiquaire. Isaiah attendit, ses muscles tendus. Mais après quelques secondes, le son cessa. Des pas crépitèrent doucement dans le paillis en contrebas, s'éloignant. Il compta jusqu'à 30 avant de s'approcher de la fenêtre. Le moustiquaire était légèrement tordu à un coin, le cadre montrant de nouvelles marques de griffure. Un travail de professionnel. Ils avaient testé le point d'entrée, pour voir à quel point il serait difficile d'entrer. La mâchoire d'Isaiah se serra. Ils avaient surveillé, attendant de penser que Nia serait à la maison. L'idée de ce qui aurait pu se passer si elle avait dormi ici fit trembler ses mains de rage. Il fit un autre balayage de la maison, vérifiant chaque fenêtre et porte. Lorsqu'il atteignit le porche avant, un rectangle blanc attira son attention. Un mot plié avait été glissé sous le paillasson. Isaiah le récupéra à l'aide d'une serviette en papier, préservant ainsi les empreintes. Le message était tapé en texte noir simple, « Rends le téléphone ». Il se laissa retomber sur sa chaise de cuisine, le mot posé sur la table devant lui. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une terrible clarté. Il ne s'agissait pas d'un enlèvement aléatoire. Il ne s'agissait même pas de lui. Il s'agissait de la vidéo de Nia. Les images du sergent Buru agressant cet adolescent derrière le clubhouse. La seule preuve qu'il ne pouvait ni contrôler ni nier.
La vérité capturée en haute définition. Isaiah sortit son propre téléphone, ouvrant la vidéo que Nia lui avait envoyée avant que tout ne tourne mal. Il regarda de nouveau Buru attraper le jeune homme, le plaquer contre le mur, crachant des menaces et des insultes raciales. Les mains de l'adolescent étaient clairement vides, levées en signe de reddition. Il n'y avait aucune justification, aucune excuse, juste un pur abus de pouvoir filmer. Pas étonnant qu'il soit désespéré de récupérer le téléphone. C'était le genre d'image qui mettait fin à des carrières et déclenchait des enquêtes fédérales, le genre qui faisait tomber non seulement des officiers individuels mais des systèmes corrompus entiers. L'entraînement militaire d'Isaiah se déclencha, son esprit passant à l'analyse tactique. La tentative d'enlèvement, le couteau planté, les menaces des services sociaux. Ce n'était pas un chaos aléatoire. C'était une campagne coordonnée pour le discréditer et obtenir la garde de Nia, pour accéder à son téléphone et détruire les preuves. Il pensa au sourire suffisant de Mallory, au mandat opportunément rapide du juge, aux travailleurs des services sociaux apparaissant de nulle part. Combien de personnes étaient impliquées? À quel point ce réseau était-il étendu? Les griffures sur le moustiquaire de la fenêtre prenaient un nouveau sens. Ils ne faisaient pas seulement tester les points d'entrée. Ils envoyaient un message. Nous pouvons l'atteindre quand nous voulons. Isaiah se leva et se dirigea vers la chambre vide de Nia. Ses animaux en peluche étaient soigneusement rangés sur son lit, ses livres d'école empilés avec soin sur son bureau. La pièce sentait encore légèrement son shampoing aux fleurs de cerisier. Il pensa à son visage lorsque les travailleurs des services sociaux l'avaient attrapé, la terreur dans ses yeux qui reflétait la tentative d'enlèvement de la veille, sa fille, sa brave et brillante fille qui avait instinctivement reconnu l'injustice et tenté de l'exposer, qui était maintenant une cible parce qu'elle osait montrer la vérité. Il l'avait entraînée à être forte, à défendre ce qui est juste. Mais il n'avait jamais voulu qu'elle subisse de telles conséquences. Elle n'avait que 11 ans. Ses plus grandes préoccupations devraient être les devoirs et les danses TikTok, pas les flics corrompus et les menaces obscures. Isaiah ferma doucement la porte de sa chambre, sa main s'attardant sur la poignée. Il reviendrait. Peut-être pas ce soir. Peut-être pas demain. Mais il continuerait à venir jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Il pensait pouvoir utiliser sa fille comme levier, le forcer à reculer. Ils ne savaient clairement pas à qui ils avaient affaire. Au combat, Isaiah avait appris à canaliser la peur en concentration, la colère en stratégie. En ce moment, cette froide clarté s'abattait sur lui comme une armure. Il voulait jouer à des jeux avec des traces écrites et des ruses légales. Très bien. Mais au moment où ils avaient décidé de cibler son enfant, ils avaient franchi une ligne dont on ne pouvait revenir. Il retourna à la table de la cuisine, étudiant le mot à nouveau. Rends le téléphone. Une demande si simple. Il s'attendait probablement à ce qu'il cède, qu'il leur livre les preuves en échange d'être laissé tranquille. Au lieu de cela, il attrapa un bloc-notes légal vierge. Il était temps de commencer à cartographier chaque joueur de ce jeu tordu, chaque connexion, chaque point de pression, chaque faiblesse. Il pensait l'avoir acculé. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point cette position pouvait être dangereuse. La salle à manger de Madame Lorraine ressemblait à une salle de guerre. Des papiers couvraient la table en chêne poli, des ordinateurs portables brillaient sous la lumière du matin, et des tasses de café parsemaient chaque espace libre. La directrice à la retraite était assise en bout de table, ses lunettes de lecture posées sur son nez tandis qu'elle étudiait une pile de bulletins de la Shoah. Ils sont devenus négligents, dit la détective Ortiz, étalant plusieurs rapports de police. Ses cernes suggéraient qu'elle était restée éveillée toute la nuit à examiner des dossiers. Regardez ces journaux d'incidents des 6 derniers mois. Le nom de Buru apparaît dans les rapports initiaux, mais au moment où ils sont officiellement déposés, elle brandit 2 versions du même document. La seconde était clairement édulcorée, des détails clés manquaient. Isaiah se pencha en avant, parcourant les papiers. Son entraînement militaire l'aidait à repérer les schémas, des dates qui ne correspondaient pas tout à fait, des lieux d'incidents qui se déplaçaient légèrement, des déclarations de témoins qui devenaient plus vagues à chaque révision. À quelle fréquence cela arrive-t-il, demanda-t-il, sa voix serrée par une colère contenue. Trop souvent, répondit Ortiz. Elle jeta un regard nerveux avant de continuer. Depuis que Mallory a obtenu son contrat de sécurité avec la Shoah, les rapports impliquant certains officiers changent, surtout ceux avec Buru. Theo Kim, le journaliste local, tapait rapidement sur son ordinateur portable. Son habituelle bonne humeur était remplacée par une concentration intense.
La Shoah a payé la compagnie de Mallery près du triple du budget de sécurité précédent, dit-il. Mais les rapports financiers sont étranges. Beaucoup de transactions en espèces, des frais de consultation sans livrable clair. Madame Lorraine retira ses lunettes, fixant Théo d'un regard sévère. Pouvez-vous prouver tout cela? Pas encore. Mais je suis en train de récupérer tous les documents publics que je peux trouver. Titre de propriété, licence commerciale, déclaration fiscale. Il y a un schéma ici. Nous avons juste besoin de relier les points. Isaiah se leva, arpentant la salle à manger. Les murs étaient recouverts d'anciennes photos de classe des années d'enseignement de Madame Lorraine, des générations d'enfants lui souriant, y compris Nia sur sa photo de 3e année, avec des dents de lait manquantes et un grand sourire. Son cœur se serra. Nous avons besoin de plus que des papiers, dit-il. Ils intensifient. Cette note, le moustiquaire de la fenêtre, il ne s'arrête pas. Madame Lorraine hocha la tête d'un air sombre. C'est pourquoi nous devons préparer le quartier. Tout le monde n'est pas corrompu. La plupart des gens ici sont de bonnes personnes qui ont été tenues dans l'ignorance. J'y ai pensé, dit Isaiah. Il sortit son téléphone, leur montrant un croquis du cul-de-sac. Nous pouvons organiser des sessions de formation informelles. Rien d'évident, juste des voisins aidant des voisins à prendre conscience de la sécurité. Ortiz haussa un sourcil. Vous allez entraîner des civils. Des choses de base seulement. Comment repérer la surveillance, les itinéraires sur à travers les cours et les allées, les points de rassemblement d'urgence, le genre de compétences qui pourrait maintenir quelqu'un en vie si les choses tournent mal. Les yeux de Madame Lorraine s'illuminèrent. Je sais exactement par qui commencer. Les sœurs Thompson, toutes deux infirmières à la retraite, très vives d'esprit, et Monsieur Chen de la maison du coin. Ils parcourent déjà le quartier 3 fois par jour. Le groupe de marche rapide du matin, ajouta Théo. Ils voient tout et ils ont tous ces caméras de sonnettes sophistiquées. Isaiah hocha la tête. C'était un terrain familier, construire un réseau, établir des maisons sûres, créer des couches de protection, tout comme à l'époque de Cécile, mais avec des tuyaux d'arrosage et des meubles de jardin au lieu d'équipements militaires. Cet après-midi-là, Isaiah tint sa première session de sensibilisation à la sécurité dans l'allée des Thompson. Les sœurs, toutes deux septuagénaires, se révélèrent d'excellentes élèves. Elles comprirent rapidement ces signaux manuels et connaissaient déjà chaque portail grinçant et chaque planche de clôture lâche du quartier. M. Chen amena son petit-fils, qui aida à démontrer les voies d'évacuation à travers les cours arrière connectés. D'autres voisins s'approchèrent, curieux de ce rassemblement. Isaiah garda une ambiance décontractée, présentant tout comme des conseils de sécurité généraux, mais il s'assura qu'ils comprenaient le message sous-jacent, faites attention les uns aux autres. Signalez tout ce qui est suspect. Restez connectés. De retour chez Madame Lorraine, Théo avait installé un centre de commandement improvisé. Son ordinateur portable était relié à un réseau de caméras de sonnettes, créant un système de surveillance étonnamment efficace. Regardez ça, dit-il, affichant un flux. J'ai des algorithmes qui scannent pour la plaque d'immatriculation de cette camionnette. Ils regardèrent divers véhicules traverser le quartier, des mères de famille dans des SUV, des adolescents à vélo, des camions de livraison effectuant leur tournée. Un trafic de banlieue normal. Puis l'ordinateur portable de Théo sonna. Une camionnette blanche similaire au véhicule de l'enlèvement passant lentement devant l'entrée de leur cul-de-sac. L'image était granuleuse, mais assez claire pour capter une partie de la plaque d'immatriculation. Je vous ai eu, marmonna Théo, ses doigts volant sur le clavier. C'est la 3e fois que cette camionnette est repérée cette semaine. Plaques différentes à chaque fois, mais même marque et modèle. Il teste nos défenses, dit Isaiah. Il voit ce que nous remarquons, comment nous réagissons. Ortiz étudia l'image. Je vais vérifier ces plaques, mais elles sont probablement volées ou fausses. Ces types savent comment couvrir leurs traces. Madame Lorraine se redressa sur sa chaise, son expression féroce. Eh bien, ils ne connaissent pas ce quartier comme nous. Chaque lumière de Porsche, chaque tuyau d'arrosage, chaque voisin curieux avec un smartphone. C'est notre avantage. Isaiah ressentit une bouffée de gratitude pour ses alliés, une détective suspendue risquant sa carrière, un journaliste plongeant dans des coins sombres, une directrice à la retraite ralliant sa communauté, et maintenant un réseau croissant de voisins vigilants. Ce n'était pas une équipe de cils, mais peut-être que c'était exactement ce dont ils avaient besoin.
L'ordinateur portable sonna de nouveau. La camionnette faisait un autre passage. Le soleil de l'après-midi frappait alors qu'Isaiah courait le long des rues sinueuses de banlieue, son t-shirt gris déjà humide de sueur. Il maintenait un rythme régulier, juste un autre résident faisant de l'exercice. Ses yeux balayaient constamment la zone, notant les caméras de sécurité, les voitures garées et les positions des voisins à l'extérieur. La maison témoin se tenait au bout d'un cul-de-sac inachevé dans la phase 3, entourée de terrains en terre et d'équipements de construction. Un grand panneau, bientôt disponible, oscillait dans la brise. La maison elle-même était parfaite, peinture fraîche, pelouse manucurée, meubles mis en scène visibles à travers des fenêtres impeccables. Trop parfaite. Isaiah ralentit sa course, faisant semblant de reprendre son souffle. Il regarda sa montre, faisant mine de chronométrer son rythme cardiaque tout en cherchant en réalité des caméras de surveillance. La maison avait des caméras, mais ce n'étaient que des accessoires. Des coques en plastique destinées à dissuader les vandales. La véritable sécurité était plus subtile, des traces de pneus fraîches dans la boue, des empreintes de pas sur le paillasson, un tuyau d'arrosage récemment déplacé. Quelqu'un était passé par là récemment. Il contourna par l'arrière comme s'il terminait sa marche de récupération. La porte coulissante en verre avait une boîte à clé standard d'entrepreneur. Isaiah sortit son téléphone, faisant semblant de vérifier ses messages tandis que son autre main manipulait la boîte. 30 secondes plus tard, il était à l'intérieur. L'intérieur était frais et silencieux. Des meubles mis en scène remplissaient les pièces principales, canapés moelleux, œuvres d'art au mur, fausses tablettes sur les tables basses, tout conçu pour aider les acheteurs potentiels à visualiser leur vie de banlieue parfaite. Mais il y avait d'autres détails qui ne correspondaient pas à l'image de la maison témoin. Dans la salle à manger, 6 chaises pliantes étaient empilées contre le mur. Des colliers de serrage et des rouleaux de ruban adhésif placés à proximité. Des gilets de patrouille de volontaires de la Shoah pendaient à des crochets, leurs bandes réfléchissantes ternes dans la lumière filtrée. Un tableau blanc dominait un mur, couvert de ce qui ressemblait à des plannings de patrouille. Isaiah s'approcha, mémorisant les détails, heures, itinéraires, noms, tout soigneusement codé, mais assez clair si l'on savait quoi chercher. Vérification d'entretien au clubhouse, inspection d'équipement de la zone de la piscine, vérification d'inventaire dans des garages spécifiques. Le tableau marquait même les angles morts des caméras et quel propriétaire était problématique. Sa mâchoire se serra lorsqu'il repéra sa propre adresse, marquée d'un X rouge. Dans la cuisine, des emballages de barres énergétiques et des tasses de café remplissaient la poubelle. L'évier avait des gouttes d'eau. Quelqu'un l'avait utilisé au cours de la dernière heure. Le garage contenait plus d'équipements, lampes de poche, talkie-walkie et un support avec ce qui ressemblait à des bâtons de sécurité. Ce n'était pas seulement un lieu de réunion. C'était une zone de rassemblement. Isaiah sortit un petit enregistreur numérique de sa chaussette. Il l'avait emprunté à Théo, minuscule, mais puissant avec une autonomie de batterie de 48 heures d'enregistrement continu. Il le plaça soigneusement à l'intérieur d'une tringle à rideaux creuses, l'orientant vers la salle à manger où la planification semblait se dérouler. Des voix à l'extérieur le figèrent. 2 hommes passaient, leur conversation flottant à travers les fenêtres. Le transfert de Lakeview doit avoir lieu bientôt. Le chef veut que ceci pose des problèmes. Occupez-vous-en. Après que leurs mots se soient estompés alors qu'ils passaient, Isaiah resta immobile, contrôlant sa respiration comme il l'avait appris dans les équipes. Quand les voix disparurent complètement, il fit un dernier tour de la maison. Il devait s'assurer que rien n'était dérangé. Aucune trace de sa présence laissée derrière lui. La porte du garage gronda à proximité. Quelqu'un rentrait chez le voisin. Il était temps de bouger. Isaiah se glissa par l'arrière, contournant par l'avant comme s'il finissait sa marche de récupération. Il recommença à courir, sa chemise maintenant réellement trempée de sueur. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les pelouses. Une voiture de patrouille avançait lentement dans la rue, à une vitesse plus faible que la vitesse normale du quartier. Isaiah reconnut le conducteur, un des habitués de Buru. Il maintint son rythme régulier, fit un signe de la main amical comme le ferait tout résident respectueux des lois. La vitre de la voiture de patrouille s'abaissa. Journée chaude pour courir, lança l'officier. Le meilleur moment pour brûler des calories, répondit Isaiah avec un sourire facile qui n'atteignait pas ses yeux. Il fit mine de vérifier sa montre de fitness. J'essaie de faire monter mon rythme cardiaque. L'officier le fixa un instant de plus, puis remonta sa vitre et continua sa route.
Isaiah maintint sa forme de jogging jusqu'à ce que la voiture tourne au coin de la rue. Son esprit était déjà en train de parcourir les implications de ce qu'il avait trouvé. La maison témoin était la preuve. Il ne s'agissait pas seulement de quelques flics corrompus ou de membres de la Shoah trop zélés. C'était une opération organisée utilisant les propres systèmes de sécurité du quartier contre ses habitants. La patrouille de quartier était en fait une couverture pour quelque chose de bien plus sombre. Et quel que soit ce transfert de Lakeview, cela ne pouvait pas être bon. Isaiah connaissait Lakeview Court, une rue tranquille de l'autre côté du lotissement, principalement des locations à court terme et des propriétés de vacances, parfaites pour faire passer des gens sans attirer l'attention. Il pensa aux attaches de câbles dans la maison témoin, aux matraques dans le garage, aux itinéraires de patrouille soigneusement marqués. Ils avaient transformé cette banlieue paisible en leur propre terrain de chasse privé, et il devenait plus audacieux. Son parcours de jogging le mena devant la maison de Madame Lorraine. À travers la fenêtre, il pouvait la voir, elle était haut, toujours affairée à la table de la salle à manger. Bientôt, il partagerait ce qu'il avait trouvé, l'ajoutant à leur toile de preuve grandissante. Mais d'abord, il devait vérifier Nia. Le soleil se couchait maintenant, peignant le ciel de teintes oranges et violettes. Des arroseurs sifflaient sur des pelouses parfaitement entretenues. Des enfants jouaient dans les allées tandis que les parents bavardaient sur les porches. Une soirée de banlieue parfaite. Mais Isaiah savait mieux maintenant. Derrière ces façades parfaites, une guerre se préparait, et il avait l'intention de la gagner. Le soleil couchant peignait de longues ombres sur Lakeview Court tandis qu'Isaiah et la détective Ortiz étaient assis dans sa voiture banalisée, observant la location à court terme au numéro 347. La maison ressemblait à toutes les autres, revêtement beige, aménagement paysager impeccable, un panneau Homes by Harrison oscillant doucement dans la brise du soir. Mouvement, murmura Ortiz, ajustant ses jumelles. Un camion paysagiste blanc avec Green Valley Service sur le côté tourna dans la rue, passant lentement devant les pelouses parfaitement entretenues. Les muscles d'Isaiah se tendirent. Le camion correspondait à la description de son enregistreur de la maison témoin, jusqu'aux pare-chocs arrière cabossés. C'est eux. La porte de garage s'ouvrit en ronronnant et le camion recula en douceur. Avant qu'elle ne se referme, Isaiah aperçut deux hommes en uniforme de sécurité à l'intérieur. Sa mâchoire se serra alors qu'il entendait des voix étouffées, de jeunes voix provenant de la zone de chargement du camion. 3 minutes, dit-il tranquillement. Ensuite, j'entre par l'arrière. Vous amenez la voiture quand je fais signe. Ortiz hocha la tête, le visage sombre. Soyez prudent. Ce ne sont pas juste des voyous. Ils ont une formation. Moi aussi. Isaiah sortit de la voiture, se déplaçant dans l'obscurité grandissante comme une ombre. Les maisons ici étaient proches les unes des autres, leur clôture d'intimité créant un labyrinthe de couloirs étroits. Une couverture parfaite pour quelqu'un qui savait comment l'utiliser. Il escalada facilement la clôture arrière, atterrissant dans du paillis doux. À travers la fenêtre latérale du garage, il put voir les gardes décharger leur cargaison. 4 adolescents, les mains liées par des colliers de serrage, les yeux grands ouverts de peur. Une fille ne devait pas être beaucoup plus âgée que Nia. Le premier garde se dirigea vers la porte intérieure de la maison, laissant son partenaire surveiller les enfants. L'occasion d'Isaiah s'ouvrait. Il se déplaça vers la porte latérale du garage où il avait précédemment crocheté la serrure lors de sa reconnaissance. 3 respirations rapides, se centrant. Puis il bougea. La porte s'ouvrit silencieusement. Le garde restant se tourna au son des pas d'Isaiah, mais trop tard. La main d'Isaiah se referma sur sa bouche tandis que son autre bras lui en serrait la gorge, un étranglement sanguin coupant l'oxygène au cerveau. Le garde tenta d'atteindre son arme, mais la prise d'Isaiah était parfaite. 8 secondes plus tard, l'homme devint mou. Isaiah le déposa silencieusement au sol, le sécurisant rapidement avec ses propres colliers de serrage. Il se tourna vers les adolescents, posant un doigt sur ses lèvres. Leurs yeux étaient immenses, mais ils acquiescèrent. La porte intérieure s'ouvrit. Et, Mike. Où est-le? Isaiah était déjà en mouvement. Il attrapa le poignet du deuxième garde alors qu'il atteignait une arme dissimulée, tordant jusqu'à ce que les tendons se tendent. Son autre main frappa le plexus solaire de l'homme, lui arrachant le souffle dans un souffle. Un rapide balayage lui fit perdre l'équilibre, et Isaiah le suivit au sol, contrôlant l'impact pour minimiser le bruit. Une autre série de colliers de serrage, et les 2 menaces furent neutralisées. Il s'occupa rapidement de libérer les adolescents,
utilisant son couteau de poche pour couper leur lien. La détective Ortiz amène une voiture, murmura-t-il. Quand j'ouvre la porte du garage, courez vers elle. Ne vous arrêtez pas. Ne regardez pas en arrière. Compris? Ils hochèrent la tête, encore trop effrayés pour parler. Isaiah appuya sur le bouton de la porte du garage et se positionna pour couvrir leur évasion. La porte se leva, révélant la voiture d'Ortiz qui tournait au ralenti sur le trottoir, les lumières d'urgence éteintes. Les adolescents se précipitèrent, se déplaçant de manière impressionnante rapide après avoir été entassés dans un camion. Isaiah fit un dernier tour du garage, ramassant les téléphones et les armes des gardes. Des preuves. Il entendait Ortiz déjà le signaler alors qu'il trottait vers la voiture. Ici la détective Ortiz. J'ai besoin d'unités au 347 Lakeview Court. 2 suspects détenus, plusieurs victimes retrouvées. Le direct de Théo Kim a tout capturé depuis une voiture garée à proximité, le sauvetage des adolescents, les plaques d'immatriculation, le numéro de la maison. En quelques heures, les réseaux sociaux explosèrent. Les images se répandirent comme une traînée de poudre, accompagnées de demandes d'enquête et de justice. Plus tard cette nuit-là, Isaiah se tenait dans sa cuisine, chargeant le lave-vaisselle pendant que Nia faisait ses devoirs à table. Le bruit de portière de voiture le tendit, mais quand il regarda par la fenêtre, il sourit. Tout le long du cul-de-sac, les lumières des porches s'allumaient. Une par une, puis par groupe, jusqu'à ce que toute la rue brille d'une lumière chaude, un message clair, nous vous voyons. Nous sommes avec vous. Madame Lorraine apparut sur son perron avec une cocotte. Puis la famille Martinez apporta des cookies. Les Patel arrivèrent avec du poulet au beurre. Bientôt, son comptoir fut couvert de nourriture, un repas partage de banlieue de solidarité. Papa, Nia leva les yeux de sa feuille de calcul mathématique. On peut allumer notre lumière aussi? Isaiah actionna l'interrupteur, ajoutant leur Porsche à la constellation de lumière. Puis il alluma la radio, quelque chose avec un bon rythme, et tendit la main à sa fille. Viens ici, ma puce. Le visage de Nia s'illumina. Elle prit sa main, gloussant alors qu'il la faisait tournoyer dans la cuisine. Ils dansèrent entre l'îlot et le réfrigérateur, inventant des mouvements amusants, riant de leurs ombres sur le mur. Pendant un instant, ils étaient juste un père et une fille à nouveau, pas des victimes ou des cibles ou des symboles. À travers la fenêtre, Isaiah pouvait voir les voisins se rassembler sur les porches, bavardant et pointant du doigt les voitures de patrouille qui continuaient à passer. Qu'ils regardent. Qu'ils voient que leur intimidation ne fonctionnait pas. La communauté était éveillée maintenant et unie. Mais ce seraient des pensées pour demain. Pour l'instant, tout ce qui importait était le rire de Nia alors qu'il la faisait dramatiquement plonger entre l'évier et la cuisinière, ses yeux brillants et heureux pour la première fois depuis ce dimanche après-midi qui semblait si lointain. Les lumières des porches continuaient de briller, une constellation de défis dans la nuit de banlieue alors que père et fille dansaient dans leur cuisine, retrouvant leur joie pas à pas. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de la cuisine d'Isaiah alors qu'il retournait des crêpes, essayant de maintenir une routine normale pour Nia. Elle était assise au comptoir, assoupie mais souriante, ses devoirs de mathématiques étalés à côté de son assiette. « Peux-tu m'aider à vérifier ces fractions après le petit déjeuner ?» demanda-t-elle, versant du sirop sur sa pile. « Bien sûr, ma puce. » Isaiah glissa une autre crêpe dorée dans son assiette. « Mais mangeons d'abord pendant qu'elles sont chaudes. » Son téléphone vibra, puis vibra encore et encore. Fronçant les sourcils, il le prit. Des messages textes affluaient de Madame Lorraine, de voisins, de Théo, tous avec le même ton urgent, vérifie tes emails. Le bulletin de la Shoah était arrivé tôt aujourd'hui avec un titre audacieux, un vigilant dangereux menace la sécurité du quartier. L'estomac d'Isaiah se serra alors qu'il faisait défiler l'article. Il y avait sa photo de service, ses accréditations SIL, des informations qui auraient dû être classifiées. Des extraits soigneusement sélectionnés peignaient un tableau de violence, spécialisé dans le combat rapproché, de multiples opérations à haut risque, entraînées aux techniques de force létale. « Papa », la voix de Nia était petite. « Pourquoi fais-tu cette tête ?» Avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un frappa à la porte d'entrée. La détective Ortiz se tenait là, son expression sombre. Elle brandit une enveloppe d'allure officielle. « Je voulais que vous la preniez de moi d'abord. » À l'intérieur de son salon, elle déploya les documents. Le juge Albrook, qui habitait à seulement 3 rues plus loin dans l'une des plus grandes maisons du lotissement, avait signé une ordonnance restrictive d'urgence.
Isaiah était interdit d'approcher à moins de 500 pieds du clubhouse de la Shoah, des maisons témoins, ou de la résidence de tout membre du conseil de la Shoah. Cela vous confine effectivement à votre maison et à votre quartier immédiat, expliqua Ortiz, sa frustration évidente. Ils affirment que c'est pour la sécurité de la communauté après votre raid non autorisé la nuit dernière. Non autorisé? La voix d'Isaiah était calme mais tranchante. Nous avons sauvé des enfants kidnappés. Je sais, mais ils le présentent différemment. Mallory dit qu'il s'agissait de fugueurs temporairement hébergés pour leur propre protection. Les gardes affirment que vous les avez agressés sans motif. De nouveaux coups frappèrent à la porte. Cette fois, c'était un travailleur des services sociaux, différent des précédents, avec une autre pile de papier. Une audience avait été programmée pour la semaine suivante afin d'évaluer le placement de Nia. Compte tenu du récent schéma de comportement volatile, lut le travailleur dans ses notes, et de l'historique documenté du sujet d'incidents liés au combat, nous devons évaluer la stabilité de l'environnement familial. Les mains d'Isaiah voulaient trembler, mais il les garda stables. Incidents liés au combat? Votre dossier militaire indique de multiples opérations de haute intensité avec un potentiel de traumatisme psychologique combiné à ces récentes activités de vigilant. Vous voulez dire sauver ma fille de ravisseur, arrêter une opération de trafic? Ces allégations n'ont pas été prouvées, Monsieur Cole. Ce que nous avons documenté, c'est que vous avez agressé des bénévoles de la patrouille de quartier et que vous avez fait irruption dans une résidence privée. À travers l'embrasure de la cuisine, il pouvait voir Nia faire semblant de se concentrer sur ses devoirs, mais ses épaules étaient tendues. Elle entendait chaque mot. Son téléphone vibra de nouveau. La Shoah avait envoyé une autre alerte par email, celle-ci avec des extraits de son dossier, rapport de mission, évaluation psychiatrique après des opérations difficiles, tout soigneusement sélectionné et sorti de son contexte pour le peindre comme instable, dangereux. Où ont-ils obtenu ces dossiers? Demanda-t-il doucement à Ortiz. Elle secoua la tête. Nous enquêtons. La fuite a dû provenir de quelqu'un ayant un accès de haut niveau. La travailleuse des services sociaux s'éclaircit la gorge. Monsieur Cole, nous aurons besoin que vous signiez ici, reconnaissant la réception de l'avis d'audience. Isaiah signa, sa signature précise et contrôlée malgré sa colère. La travailleuse partit et Ortiz s'attarda un instant. Ils essaient de vous isoler, dit-elle doucement. Vous faire paraître dangereux pour que personne ne remette en question ce qui se passe ensuite. Je sais. Il la raccompagna à la porte. Merci d'être venu en personne. Après son départ, Isaiah resta dans son salon, relisant l'ordonnance restrictive. Les limites étaient précisément tracées pour l'empêcher d'enquêter davantage. Pas de clubhouse, pas de maison témoin, pas d'approche des membres du conseil pour des questions. Nia apparut dans l'embrasure de la porte, le visage inquiet. Papa, est-ce qu'ils vont me prendre? Non, ma puce. Il alla vers elle, s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. Je ne laisserai pas ça arriver. Mais le juge a dit, le juge ne sait pas ce que nous savons. Tu te souviens de ce que je t'ai appris sur les brutes? Un petit sourire. Ils veulent que tu te sentes seul, mais tu n'es pas seul si tu restes uni. C'est ça. Il la serra fort dans ses bras, respirant l'odeur familière de son shampoing à la fraise. Maintenant, va finir ton petit déjeuner. Ces crêpes ne vont pas se manger toutes seules. De retour dans la cuisine, Isaiah regarda Nia manger du bout des lèvres, essayant d'agir normalement. Son téléphone continuait de vibrer avec des messages de voisins inquiets, mais aussi quelques-uns désagréables, gardez votre violence loin de nos enfants. Retournez d'où vous venez. Ce n'est pas une zone de guerre. Il prit l'ordonnance restrictive sur le comptoir, la plia précisément et la glissa dans sa poche. Il voulait le contenir, le contrôler, le discréditer. Ils essayaient de le peindre comme la menace pendant que leur propre crime restait impuni. Sa mâchoire se serra alors qu'il regardait la rue tranquille où la nuit dernière encore, les lumières des porches brillaient en signe de solidarité. Ils veulent m'enfermer. Le bulletin de la Shoah était ouvert sur son comptoir, ses photos de service le regardant en face. Mais ils avaient fait une erreur dans leur sélection minutieuse de son dossier. Ils avaient rappelé à tout le monde exactement qui il était. Un homme entraîné à surmonter précisément ce genre de défi tactique. Un homme qui avait passé sa carrière à contourner les obstacles et à travers les défenses ennemies. Qu'ils essaient de l'enfermer. Ils avaient oublié la partie la plus importante de son entraînement. Ainsi il était le plus dangereux lorsqu'il était acculé.
L'air du soir était lourd d'humidité alors qu'Isaiah s'accroupissait derrière une rangée de myrtes de crêpes près de la piscine du clubhouse. Les lumières de sécurité projetaient de longues ombres sur la terrasse, et le bourdonnement régulier des pompes de piscine masquait ses mouvements. Il avait étudié l'agencement pendant des jours, la porte d'équipement cachée derrière le bâtiment des douches, le tunnel de maintenance qui passait sous le clubhouse. L'ordonnance restrictive rendait cela risqué, mais il avait besoin de preuves de ce qu'il faisait ici. La serrure de la porte d'équipement céda facilement à ses crochets. Isaiah se glissa à l'intérieur, laissant ses yeux s'adapter à l'obscurité. Des produits chimiques de piscine et du béton humide emplissaient ses narines. Des étagères de produits de nettoyage tapissaient les murs, et des tuyaux de piscine enroulés pendaient comme des serpents endormis. L'entrée du tunnel de maintenance béait devant lui, une gorge de béton carré menant sous le clubhouse. Isaiah se déplaça silencieusement, des années d'entraînement prenant le dessus. Chaque ombre pouvait cacher un garde. Chaque recoin une caméra. Des voix résonnaient plus profondément dans le tunnel. Isaiah se pressa contre le mur, contrôlant sa respiration. Deux hommes s'approchèrent, leurs pas rebondissant sur le béton. Une autre récupération de main. Le chef veut que le sous-sol soit dégagé d'ici là. Et le problème du cil? C'est en cours. L'ordre du juge le tient à distance, et s'il se présente, Isaiah attendit qu'il dépasse sa position, puis frappa, sa main serrée sur la bouche de l'homme arrière, tandis que son autre bras lui serrait la gorge. Le garde tomba silencieusement. Le deuxième homme se retourna, tirant un bâton télescopique. Il siffla dans l'air où la tête d'Isaiah avait été. Il attrapa une perche de skimmé de piscine au mur, l'utilisant pour parer le coup suivant. Le manche en aluminium résonnait à chaque blocage. Son agresseur pressa, forçant Isaiah à reculer vers le logement du chlorinateur. L'espace confiné limitait les mouvements, rendant le bâton plus mortel. Isaiah sentit le bord du réservoir chimique derrière lui. Le garde sourit, pensant avoir Isaiah acculé. Nulle part où aller, héros. Isaiah se laissa tomber brusquement, balayant la perche de skimmé au niveau des genoux. Alors que l'homme trébuchait, Isaiah se redressa, enfonçant son genou dans les côtes du garde et le plaquant contre le chlorinateur. L'impact lui coupa le souffle. Avant qu'il ne puisse récupérer, Isaiah aperçut un mouvement du coin de l'œil. Un troisième garde chargea d'un passage latéral, balançant une lourde lampe de poche. Isaiah esquiva, attrapant l'une des cordes de couloir enroulées sur un crochet voisin. Alors que l'élan du garde le portait, Isaiah fouetta la corde autour de son cou et tira fort. Le garde se débattit, laissant tomber la lampe de poche. Elle claqua sur le béton, le faisceau tournoyant follement. Isaiah maintint l'étranglement jusqu'à ce que la lutte cesse, puis abaissa l'homme inconscient avec précaution. Mais quelque chose n'allait pas. Le premier garde qu'il avait mis hors de combat avait disparu. Un sifflement électronique aigu perça le tunnel. Les lumières d'urgence s'allumèrent, peignant les murs de béton en rouge clignotant. Quelqu'un avait déclenché une alarme silencieuse. Isaiah sprinta vers la sortie, mais des sirènes de police hurlaient déjà à l'extérieur. Il changea de direction, s'enfonçant plus profondément dans le réseau de tunnels. Peut-être pourrait-il trouver une autre issue à travers le clubhouse lui-même. Des bottes lourdes résonnaient au-dessus. Il scellait le bâtiment. Isaiah essaya une porte de maintenance, mais elle était verrouillée. Le tunnel devant se terminait par un égout pluvial grillagé, trop petit pour s'y faufiler. Immobilisez-vous. Main en l'air. Des faisceaux de lampes de poche transpercèrent l'obscurité. Des officiers en tenue tactique bloquaient les deux extrémités du tunnel, armes au poing. Isaiah leva lentement les mains, son esprit en ébullition. Aucune issue propre cette fois. À genoux maintenant. Il obtempéra, gardant ses mouvements délibérés. Ils se précipitèrent sur lui, le forçant brutalement face contre terre. Des menottes froides mordirent ses poignets. Isaiah Cole, vous êtes en état d'arrestation pour intrusion criminelle, agression et violation d'une ordonnance restrictive. Ils le mirent sur ses pieds. Ses côtes lui faisaient mal là où il avait pris un coup pendant le combat. Du sang coulait d'une lèvre fendue. À travers les portes vitrées du hall du clubhouse, il aperçut Mallory, le regard à peine dissimulé de satisfaction. Derrière lui se tenait le sergent Buru, les bras croisés et un sourire narquois. Les officiers menèrent Isaiah à une voiture de patrouille qui attendait. Des voisins s'étaient rassemblés sur leur pelouse pour regarder, les visages illuminés par les lumières d'urgence. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres se détournaient. Au poste,
ils le mirent dans une cellule de détention. Ses demandes d'appel téléphonique furent ignorées. Les heures passèrent sous les lumières fluorescentes cruelles. Finalement, son téléphone vibra dans le sac de biens sur le bureau devant sa cellule. L'agent de réservation le regarda, puis Isaiah. « Message de quelqu'un nommé Lorraine, dit-il, lisant l'écran. La couleur lui quitta le visage. « Il faut que vous voyiez ça. » Il tendit le téléphone. Le cœur d'Isaiah s'arrêta en lisant le message de Madame Lorraine, « Ils ont pris Nia à la sortie de l'école. » Une femme a prétendu être des services sociaux. Crossover blanc, panneau magnétique. Perdu de vue au mur anti-bruit. Je suis tellement désolé. Les mains d'Isaiah agrippèrent les barreaux de la cellule jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Pendant qu'ils le retenaient ici, ils avaient encore attaqué sa fille. L'agent de réservation étudia le visage d'Isaiah. Quelque chose dans son expression a dû transparaître car il recula, une main se portant à son arme. Mais Isaiah resta parfaitement immobile, son entraînement militaire s'affirmant. La panique n'aiderait pas Nia. Il devait penser tactiquement, trouver un moyen de s'échapper. Ses yeux parcoururent la zone de détention, notant le système de suppression d'incendie, les charnières de la porte de la cellule, la ceinture de service de l'officier. Il pensait que la cellule le retiendrait. Il se trompait. Nia avait besoin de lui. Et aucune cage construite par des hommes ne pourrait empêcher un père de protéger son enfant. Les lumières fluorescentes bourdonnèrent au-dessus tandis qu'Isaiah commençait à planifier. Les lumières fluorescentes bourdonnèrent sans cesse dans la cellule de détention, leur éclat cru faisant mal aux yeux d'Isaiah. Il était assis immobile sur le banc métallique, l'air vaincu, tandis que son esprit parcourait des scénarios d'évasion. L'agent de réservation était retourné à ses papiers, jetant occasionnellement un coup d'œil à Isaiah avec des yeux nerveux. Deux agents de patrouille passèrent, leur conversation flottant dans le couloir. Mallory veut des unités supplémentaires au sous-sol du clubhouse ce soir. Il dit qu'il déplace des matériaux sensibles. Ce type de Lachoa me donne la chair de poule. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, de toute façon? La mâchoire d'Isaiah se serra. Le sous-sol. C'est là qu'ils avaient emmené Nia. Ses doigts effleurèrent sa ceinture, qu'il lui avait bêtement laissée après l'arrestation. Une ceinture tactique standard, du genre qu'il avait utilisée d'innombrables fois à l'entraînement. Du genre avec une pointe renforcée parfaite pour bloquer les mécanismes de porte. Il étudia de nouveau l'agencement de la cellule, gicleur d'incendie au-dessus, porte de sortie de secours à 10 mètres dans le couloir, deux agents en service, tous deux l'air fatigués en fin de quart. Le système d'incendie de la zone de détention était relié aux alarmes principales du poste. Un seul déclenchement mettrait tout le bâtiment en alerte. Isaiah se leva lentement, s'étirant comme s'il était raide d'être resté assis. Le mouvement le plaça directement sous le gicleur. Il retira sa ceinture avec une décontraction délibérée, comme s'il l'ajustait pour son confort. Et, appela l'agent de réservation, « Garde cette ceinture où je peux la voir. » Isaiah leva les mains en s'excusant, puis fit mine de remettre la ceinture dans ses passants. Mais en levant les bras, il fouetta la pointe renforcée vers le haut, frappant le gicleur avec précision. L'eau explosa vers le bas tandis que des alarmes hurlèrent dans le bâtiment. L'agent de réservation bondit, jurant alors que ses papiers s'éparpillaient. Le deuxième agent se précipita pour l'aider, tous deux momentanément distraits par le chaos. Isaiah était déjà en mouvement. Il avait de nouveau libéré la ceinture, passant la main entre les barreaux de la cellule pour coincer l'extrémité renforcée dans la serrure électronique juste au moment où les systèmes d'urgence déclenchaient une réinitialisation de l'alimentation électrique. La porte s'ouvrit dans la confusion. Il jaillit de la cellule, utilisant le jet d'eau comme couverture. Les agents crièrent derrière lui, mais Isaiah était concentré sur la sortie de secours. Trois grandes enjambées l'Y menèrent. Il força la porte de l'épaule pour se retrouver sur le parking arrière, la pluie se mêlant à l'eau du gicleur qui trempait ses vêtements. Une radio de police grésilla à ses pieds, tombée par l'un des agents répondant à un autre appel. Isaiah la saisit en courant, se syntonisant déjà sur la fréquence que Madame Lorraine utilisait pour son réseau de surveillance de quartier, celui qu'ils avaient mis en place après la première tentative d'enlèvement. « Madame Lorraine, vous me recevez ?» Il haleta, se faufilant entre les voitures de patrouille garées. Des grésillements. Puis sa voix parvint. « Isaiah, Dieu merci. Vous êtes sorti? Où est ma petite? Parlez-moi. » Un crossover blanc l'a prise directement à la sortie de l'école. Le panneau magnétique disait « Child Service », mais la police était fausse.
Je les ai suivis jusqu'au mur anti-bruit près du clubhouse. Puis plus rien. Isaiah enjamba une basse clôture, ignorant la protestation de ses côtes meurtries. Vous êtes sûr pour le clubhouse? Théo a surveillé leur caméra de sécurité. Les a vus l'emmener à l'intérieur par l'entrée de service, niveau sous-sol. Des sirènes hurlèrent alors que les agents découvraient son évasion. Isaiah coupa à travers les jardins, restant dans l'ombre des clôtures d'intimité et des abris de jardin. La pluie jouait en sa faveur, réduisant la visibilité et masquant le son. Madame Lorraine, j'ai besoin d'une diversion. Quelque chose pour attirer leur attention. Côté avant. C'est déjà fait, mon chou. La moitié du quartier est sur le point de se présenter pour une réunion d'urgence de la Shoah. Ils ne pourront pas ignorer autant de témoins. Isaiah s'accorda un sourire sombre. Madame Lorraine était une force de la nature. Quand elle se mettait en marche, il pouvait l'imaginer rallier les voisins, surtout après ce qui s'était passé à la sortie de l'école. Il atteignit la zone boisée derrière le complexe du clubhouse. Le ponceau du drain pluvial béait devant lui, un tunnel de béton passant sous le parking jusqu'aux fondations du bâtiment. Le même système de drainage qu'il avait étudié sur les plans du bâtiment. Le tonnerre gronda au-dessus alors que la pluie martelait le pavé. Les vêtements d'Isaiah lui collaient, froids et lourds. Son corps lui faisait mal du combat précédent dans le tunnel de maintenance, et sa lèvre fendue pulsait, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Nia l'attendait. Il appuya une dernière fois sur la radio. J'entre par le ponceau. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi dans 20 minutes, nous aurons de vos nouvelles, le coupa fermement Madame Lorraine. Ces diables ont choisi le mauvais père à défier. Maintenant, allez chercher notre fille. Isaiah glissa la radio dans sa ceinture et s'accroupit à l'entrée du ponceau. L'eau déferlait à ses pieds, emportant feuilles et débris. Le tunnel s'étendait devant lui dans l'obscurité, à peine assez grand pour y ramper. À son extrémité se trouvaient les fondations du clubhouse, et quelque part à l'intérieur, sa fille. Il prit une profonde inspiration, se calmant. La rage qui s'était accumulée depuis qu'il avait lu le message de Madame Lorraine se cristallisa en une concentration tactique froide. Il n'était plus le voisin inquiet qu'ils avaient essayé de dépeindre comme un vigilant. Plus le fauteur de troubles qu'ils avaient essayé d'enfermer. Il était ce qu'il s'était entraîné à être, ce dont Nia avait besoin qu'il soit. Et dans la tempête grandissante, alors que le tonnerre grondait au-dessus et que la pluie martelait la terre, Isaiah Cole tomba à quatre pattes et commença à ramper dans le ponceau sombre. La pluie tambourait sur les parapluies alors que les voisins se rassemblaient dans le petit parc près du clubhouse. Mademoiselle Lorraine se tenait sur une table de pique-nique, sa voix portant par-dessus la tempête. La lueur des lampes de poche des téléphones éclairait l'obscurité comme des lucioles. « Ils pensent que nous resterons silencieux », cria-t-elle. « Ils pensent que nous les laisserons prendre nos enfants. Pas ce soir. » L'ordinateur portable de Théo Kim brillait sous un pavillon du parc alors qu'il installait son équipement de diffusion en direct. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était stable alors qu'il testait le micro. En direct dans 3, 2, 1. Ici Théo Kim en direct du lotissement Hawkills. Nous assistons à une réponse communautaire sans précédent aux allégations d'enlèvement et de corruption au sein des forces de l'ordre local et de la direction de la Shoah. Des voitures bordaient les deux côtés de la rue. Karen Mitchell, qui avait enseigné en 3e année avec Madame Lorraine il y a des années, distribuait des photos imprimées de Mallory et Buru. D'autres enseignants de l'école élémentaire la rejoignirent, leurs visages sombres de détermination. 3 marines à la retraite, vêtus de gilets réfléchissants, dirigeaient la circulation aux intersections clés, s'assurant que les véhicules d'urgence pouvaient toujours passer tout en bloquant les voies d'évasion évidentes du clubhouse. Ils se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, communiquant par des signaux manuels appris il y a des décennies. « Regardez cette foule », dit Madame Lorraine à la caméra de Théo. « Ce sont de vrais voisins, une vraie communauté, pas les voyous de Mallory avec leurs fausses montres et leurs badges. » Le tonnerre claqua au-dessus. Davantage de voitures arrivèrent, se garant le long des rues incurvées. Des mères qui avaient été témoins de l'enlèvement de Nia à la sortie de l'école tenaient des pancartes faites à la main, « Où est Nia ?» Et Buru et Mallory, criminels avec des badges. La voiture banalisée de la détective Ortiz tournait au ralenti au bord du rassemblement. Elle s'était changée en vêtements civils après sa suspension, mais ses yeux vifs scrutaient toujours la foule avec une attention professionnelle. Quand Madame Lorraine s'approcha de sa vitre, elle lui passa un papier plié. « Liste complète », dit Ortiz tranquillement. Chaque officier hors service que Mallory alla dedans ce soir. Plus les codes d'accès au bâtiment,
ils les ont changés après la dernière tentative d'Isaiah. Madame Lorraine glissa le papier dans son imperméable. Ils vous crucifieront pour ça. Ils allaient le faire de toute façon. Le sourire d'Ortiz était amer. Autant que ça serve à quelque chose. La foule avait atteint plus d'une centaine de personnes maintenant, malgré l'aggravation du temps. Le compteur de diffusion en direct de Théo augmentait à mesure que les chaînes d'information locales captaient son flux. Les commentaires affluaient, où est la vraie police? Cela se passe dans notre quartier. Soyez forts. Monsieur Patterson, qui avait servi comme infirmier de combat, installa un poste de premier secours sous un autre pavillon. Juste au cas où, dit-il d'un air sombre, étalant des fournitures. Sa femme se coordonna avec d'autres voisins pour former une chaîne de communication. Tout mouvement suspect serait signalé instantanément via leur réseau de caméras de porche et d'arbres téléphoniques. Le téléphone de Madame Lorraine vibra. Un message d'Isaiah, en position. Gardez-les concentrés sur l'avant. Elle redressa ses épaules et se dirigea vers l'endroit où Théo filmait. Il est temps de nommer les noms, annonça-t-elle. Chaque personne impliquée dans cette corruption. Chaque numéro de badge, chaque adresse. Voyons comment ils aiment être observés. Alors qu'elle commençait à parler, sa voix claire porta à travers le parc. Elle énuméra les dates, les incidents, les connexions, des années de schémas observés maintenant mis à nu. Les commentaires en direct explosèrent alors que les téléspectateurs reconnaissaient des noms, faisaient des liens. L'officier Michael Reed, badge 22274, qui gare sa voiture de patrouille derrière le clubhouse tous les mardis soirs. Le juge William Albrook, qui signait chaque mandat demandé par Buru tout en recevant des pots de vin de la Shoah pour sa maison d'été. Denny Cooper, qui conduit la camionnette blanche avec des enseignes magnétiques, changées chaque semaine. Chaque nom tombait comme une pierre dans l'eau calme, des vagues se propageant dans la foule. Les gens hochaient la tête en signe de reconnaissance, complétaient des détails, ajoutaient leurs propres observations au registre croissant. La caméra de Théo capturait tout. Le nombre de vues dépasse les 10 000, murmura-t-il à Madame Lorraine pendant une pause. Les stations locales le reprennent. Ils ne peuvent plus ignorer ça. D'autres tonnerres roulèrent dans le ciel. La pluie tombait plus fort, mais personne ne bougea pour partir. Au contraire, la foule devint plus déterminée. Des parents qui avaient perdu des enfants à cause d'appels suspects des services sociaux retrouvèrent leur voix. Des adolescents qui avaient été harcelés par les patrouilles de Malry s'avancèrent pour parler. Restez pacifiques, leur rappela Madame Lorraine entre les témoignages. Mais restez bruyants. Restez visibles. Ils doivent savoir que nous les voyons. La détective Ortiz se faufila dans la foule, transmettant plus d'informations à des personnes clés, des voisins qu'elle avait vérifiés et à qui l'on pouvait faire confiance pour les partager de manière responsable, plan de bâtiment, schéma de patrouille, angle mort de sécurité. Dans le ponceau du drain pluvial sous leurs pieds, Isaiah sentit les vibrations du rassemblement au-dessus. La chaîne qu'il avait prise de la pompe de la piscine était froide autour de son poing. L'eau ruisselait à ses côtés dans l'obscurité alors qu'il comptait ses respirations. Attendant, il pensa au sourire de Nia ce matin avant l'école. À son brave coup de pied à ses ravisseurs lors de la première tentative, à sa voix appelant « Papa ». Alors que la fausse travailleuse des services sociaux l'entraînait. « J'arrive, ma puce », murmura-t-il, à peine audible au-dessus du bruit de l'eau et de la pluie. « Tiens bon. » La chaîne tinta doucement alors qu'il ajustait sa prise. Au-dessus, la voix de Mademoiselle Lorraine résonnait, maintenant l'attention là où il en avait besoin, loin de l'entrée de service qu'il allait bientôt franchir. Le tonnerre éclata de nouveau, plus proche maintenant, comme si la nature elle-même se préparait à cette confrontation. Isaiah pressa son front contre le béton frais du ponceau. « Il est temps d'en finir », murmura-t-il. Puis il commença son avance prudente dans l'obscurité vers ce qu'il attendait au sous-sol du clubhouse. Le sous-sol du clubhouse sentait le chlore et le moisi. Des lumières fluorescentes faibles clignotaient au-dessus, projetant des ombres nettes entre les chaises pliantes empilées et l'équipement de piscine abandonné. Isaiah se déplaçait comme un fantôme à travers le dédale des rangements. La chaîne de la pompe de piscine enroulait autour de son poing droit. Deux gardes se prélassaient près des escaliers, échangeant des plaisanteries sur la foule à l'extérieur. Leurs rires s'éteignirent lorsque les lumières s'éteignirent. Isaiah avait trouvé le disjoncteur en premier. « Vérifie ça », murmura un garde. Des pas s'approchèrent de la position d'Isaiah. La chaîne fouetta dans l'obscurité, s'enroulant autour du poignet du premier garde. Isaiah tira,
envoyant l'homme face première dans une pile de chaises. Le fracas résonna dans le sous-sol alors que les chaises métalliques claquaient sur le béton. Jimmy! Le faisceau de la lampe de poche du deuxième garde transperça l'obscurité. Qu'est-ce que? Isaiah était déjà en mouvement. Il se glissa entre les étagères de rangement, la chaîne maintenant saisie aux deux extrémités. Le faisceau de la lampe de poche le balaya, révélant des aperçus de gilets de sécurité de la Shoah et des colliers de serrage éparpillés sur une table pliante. La radio du garde crépita. Rapport du sous-sol. Isaiah frappa avant qu'il ne puisse répondre. La chaîne fouetta les phalanges du garde, faisant tourner la lampe de poche. Dans la lumière stroboscopique, Isaiah aperçut des éclairs du combat, son coude frappant sous le menton du garde, la chaîne s'enroulant autour d'un avant-bras, le claquement sec d'un os. Le cri du garde fut coupé net par la frappe de la paume d'Isaiah à la gorge. Alors qu'il s'effondrait, Isaiah lui retira son tasé et sa radio, coupant la transmission grésillante. Des bottes retentirent dans les escaliers. Davantage de faisceaux de lampes de poche transpercèrent l'obscurité. Isaiah se fondit derrière un casier de chaises longues de piscine alors que trois autres silhouettes entraient dans le sous-sol. « Dispersez-vous » ordonna une voix familière. « Sergent Buru. Il est quelque part ici. » Isaiah compta les pas, suivant les positions. La chaîne traîna silencieusement sur le sol alors qu'il les contournait par derrière. Le premier garde tomba sans un bruit, la chaîne lui écrasant la trachée. Le second parvint à pousser un demi-cri avant qu'Isaiah ne le pousse en arrière contre le mur de béton, l'impact lui coupant le souffle. Là. La lampe de poche de Buru attrapa Isaiah dans son faisceau. Le bâton était déjà en mouvement. Isaiah arracha une perche de skimmer de piscine d'une étagère, parant le coup de bâton. Le manche en aluminium résonna comme une cloche. Il fit tournoyer la perche en un arc serré, forçant Buru à reculer vers les chariots de chaises empilés. « Tu aurais dû rester à ta place » grogna Buru, avançant avec de vicieux coups de bâton. « Connaître ta place. » La réponse d'Isaiah fut froidement professionnelle. Il dévia un autre coup, puis enfonça l'extrémité de la perche dans le ventre de Buru. Alors que le sergent se pliait en deux, Isaiah accrocha la perche derrière son genou et tira. Buru s'écrasa contre le chariot de chaise, les cadres métalliques claquant. Son bâton glissa sur le sol, mais il se releva en riant, d'un rire léhéroque. « Cette petite fille à toi, » cracha Théil du sang. Elle va apprendre ce qui arrive aux gens qui ne respectent pas l'ordre naturel. Le contrôle d'Isaiah craqua. La chaîne fouetta, frappant Buru au visage. Le sergent vacilla mais resta debout, lançant des coups de poing sauvages qu'Isaiah esquivait. « Tu n'es pas spécial » railla Buru. Juste un autre, Isaiah réduisit au silence l'insulte avec 3 coups précis, côte, rein, mâchoire. Chaque impact portait tout le poids de son entraînement, calculé pour infliger un maximum de dégâts sans tuer. Buru tituba contre une autre pile de chaises, les envoyant s'écraser au sol. Le bruit était assourdissant dans l'espace confiné. Il essaya d'atteindre son arme de secours, mais Isaiah fut plus rapide. La chaîne s'enroula autour de la main armée de Buru. Une torsion nette et les os de son poignet se brisèrent. Le cri du sergent résonna sur les murs de béton. Isaiah s'approcha, sa voix d'un calme mortel. « Je pourrais te tuer tout de suite, mais ma fille regarde ses caméras. Elle a vu assez de violence. » Au lieu de cela, il donna un coup de genou dans le plexus solaire de Buru, suivi d'un coup de coude à la base de son crâne. Le sergent s'effondra comme une marionnette dont les ficelles sont coupées. Isaiah l'attacha face contre terre avec des colliers de serrage, utilisant les propres menottes du sergent pour lui sécuriser les chevilles. Le sous-sol était devenu silencieux, à l'exception du bourdonnement des lumières fluorescentes et du son lointain de la foule à l'extérieur. Il fit un rapide balayage, sécurisant les autres gardes. La plupart respiraient encore, blessés, mais vivants. Il ramassa téléphone et armes, les laissant tomber dans un seau de chlore. C'est là qu'il l'entendit. Un cri étouffé venant d'en haut près de l'auditorium. La voix de Nia. Isaiah vérifia sa montre. Moins de 2 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il était entré au sous-sol. Le bruit du combat n'aurait pas porté loin à travers les murs de béton et la tempête à l'extérieur. Il avait encore l'effet de surprise de son côté. Il garda la chaîne enroulée autour de son poing alors qu'il se dirigeait vers les escaliers, chaque sens en alerte pour d'autres menaces. La perche de skimmer avait craqué pendant le combat avec Buru, mais il la garda quand même. Plus loin,
la lumière de la cage d'escalier se répandait dans le sous-sol comme une invitation. Nia cria de nouveau, plus proche maintenant. Isaiah pouvait entendre la peur dans sa voix, mais aussi la défiance. « C'est ma fille, pensa-t-il. Continue de te battre. » Il monta les escaliers deux par deux, restant près du mur où les marches étaient moins susceptibles de grincer. La chaîne traîna silencieusement à ses côtés, prête pour ce qui l'attendait au-dessus. En haut des escaliers, il s'arrêta pour écouter. Du mouvement dans l'auditorium. Plusieurs voix. Et Nia, quelque part près du balcon qui surplombait le rez-de-chaussée principal. Isaiah prit une lente inspiration, se centrant. Le combat au sous-sol avait été nécessairement brutal, mais contrôlé. Ce qui allait suivre exigerait encore plus de précision parce que maintenant sa fille pouvait le voir et certaines leçons ne pouvaient pas être désapprises. Il ouvrit doucement la porte, cherchant des menaces. Les lumières de l'auditorium étaient faibles, mais il pouvait distinguer des formes se déplaçant près de la cabine audiovisuelle. L'une d'elles tenait Nia. L'éclairage tamisé de l'auditorium projetait de longues ombres sur le balcon audiovisuel. Les bottes d'Isaiah ne firent aucun bruit sur les escaliers recouverts de moquettes alors qu'il montait, longeant le mur. Son épaule lui faisait mal là où le bâton de Burul l'avait frappé, mais il repoussa la douleur. Dans l'obscurité, il pouvait distinguer deux silhouettes près de la cabine de sonorisation, la masse de Mallory et la petite silhouette de Nia. « Papa !» La voix de Nia se brisa, mêlant peur et soulagement. Mallory la tira plus près, appuyant un pistolet contre sa tempe. « C'est assez, chef. » Sa voix se fit faussement courtoise. « Soyons professionnels. » Isaiah s'arrêta à 3 mètres, les mains levées. Le sang du combat au sous-sol avait séché sur ses phalanges. La chaîne était toujours enroulée autour de son poing droit, caché derrière sa jambe. « C'est fini, Mallory, » dit Isaiah tranquillement. « Des marshals fédéraux sont dehors. » La détective Ortiz a appelé. Le rire de Mallory résonna sous le haut plafond. « Vous croyez que je n'ai pas d'amis au bâtiment fédéral ? Ça se termine exactement comme je le dis. » Il resserra sa prise sur Nia. « Votre choix. Partez maintenant ou regardez ce qui se passe ensuite. » Les yeux d'Isaiah rencontrèrent ceux de sa fille. Dans la faible lumière, il pouvait voir des larmes sur ses joues, mais sa mâchoire était serrée de cette manière têtue qu'elle tenait de lui. Ils avaient pratiqué cela, l'avaient transformé en jeu pendant des jours plus calmes. « Nia, » dit-il doucement. « Tu te souviens de nos danses de cuisine ? » Les os en nouilles. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle savait ce qui allait suivre. Nia devint complètement molle, glissant des mains de Mallory comme de l'eau. Le poids mort soudain tira sa main armée juste assez vers le bas. Isaiah était déjà en mouvement. Le coup de feu fut assourdissant dans l'espace clos. Une douleur blanche et brûlante traversa l'épaule d'Isaiah alors que la balle l'effleurait, mais l'élan le porta en avant, la chaîne se déroulant de son poing en un arc d'argent. Elle frappa Mallory au visage, lui faisant violemment reculer la tête. Le pistolet claqua sur le sol du balcon. Nia roula, se glissant derrière une rangée de chaises. Mallory récupéra plus vite qu'Isaiah ne l'avait prévu, chargeant avec un rugissement. Ils s'écrasèrent contre la console de mixage, les boutons et les curseurs se brisant sous leur poids. Isaiah leva son genou, mais Mallory l'attrapa, utilisant sa plus grande taille pour plaquer Isaiah contre la balustrade. Le rail métallique s'enfonça dans la colonne vertébrale d'Isaiah. Loin en dessous, il pouvait voir les lumières des téléphones de la foule à l'extérieur. Le direct de Théo capturait tout. Les mains de Mallory se refermèrent sur sa gorge. « Tu aurais dû rester à ta place, » grogna Mallory. « Connaître ta place dans l'ordre naturel. » La vision d'Isaiah commença à s'obscurcir, mais il avait été dans de pires prises contre de meilleurs combattants. Il relâcha son corps, exactement comme il l'avait appris à Nia. La prise de Mallory se desserra une fraction de seconde, s'attendant à une résistance. C'est tout ce dont Isaiah avait besoin. Il donna un coup de tête vers l'avant, écrasant le nez de Mallory. Alors que l'homme plus grand titubait en arrière, Isaiah le fit pivoter, lui claquant le visage contre le rail une fois, 2 fois. Du sang gicla sur le métal poli. Mallory donna des coups de coude sauvages, atteignant Isaiah à son épaule blessée. La douleur faillit le faire tomber, mais il entendait la respiration effrayée de Nia à proximité, et c'était suffisant. Isaiah enferma ses bras autour de la gorge de Mallory, appliquant une pression sur les artères carotides, pas assez pour tuer, juste pour en finir. Mallory se débattit, essayant de se libérer,
mais la prise d'Isaiah était perfectionnée par des années d'entraînement. En quelques secondes, les luttes de l'homme plus grand s'affaiblirent. C'est fini, dit Isaiah doucement. Le monde que vous avez bâti ici, c'est terminé. Mallory s'effondra dans ses bras juste au moment où les portes de l'auditorium s'ouvraient en contrebas. Des faisceaux de lampes de poche transpercèrent l'obscurité. Marshal fédéraux, tout le monde à terre. Isaiah déposa Mallory au sol, le sécurisant avec des colliers de serrage. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers Nia, qui se jeta dans ses bras. « Je savais que tu viendrais », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Toujours », promit-il, la serrant fort. Des bottes résonnèrent dans les escaliers du balcon. Isaiah garda ses mains visibles alors que des agents fédéraux envahissaient l'espace, sécurisant Mallory et dégageant la zone. La détective Ortiz apparut, son insigne brillant sous les lumières d'urgence. « Le sous-sol est sécurisé », rapporta TL. « Mais vous devez voir ça. » Isaiah souleva Nia, la portant dans les escaliers tandis que des agents emmenaient Mallory menottée. L'auditorium principal était rempli d'agents des forces de l'ordre qui traitaient les preuves et prenaient des déclarations. Ortiz les conduisit à un placard de rangement près de la scène. À l'intérieur, blottis sur des tapis de gymnastique, se trouvaient 4 enfants terrifiés, tous portés disparus des quartiers voisins au cours du mois précédent. Le plus jeune ne devait pas avoir plus de 7 ans. Ils allaient les déplacer ce soir, dit Ortiz tranquillement. Si nous ne l'avions pas arrêté. Isaiah resserra sa prise sur Nia. À travers les fenêtres du hall, il pouvait voir des voisins se rassembler sur la terrasse de la piscine, tenant des couvertures et des bouteilles d'eau. Madame Lorraine dirigeait les gens avec une autorité calme, créant un espace sûr pour les enfants secourus. Le direct de Théo capturait tout, les enfants conduits en sécurité, Mallory et ses hommes menottés, la communauté se rassemblant, la vérité inévitable et indéniable, diffusée à des milliers de personnes. Nia toucha la blessure à son épaule. « Tu es blessé. » Juste une égratignure. Isaiah lui embrassa le front. Rien qui ne guérisse. Ils sortirent ensemble dans l'air frais de la nuit. La tempête était passée, laissant derrière elle ce calme particulier qui suit la violence. Sur la terrasse de la piscine, des couvertures étaient enroulées autour d'épaules frissonnantes. Des parents arrivaient, criant de soulagement en retrouvant leurs enfants disparus. La prise de Nia sur sa main se resserra. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Bientôt, promit Isaiah. Mais d'abord, il y avait des déclarations à faire, des preuves à traiter, un réseau à démanteler. La nuit n'était pas encore terminée. Le soleil filtrait à travers la pelouse du quartier où la fumée d'une demi-douzaine de barbecues s'élevait paresseusement dans l'air chaud. Des enfants s'élançaient entre des tables de pique-nique décorées de nappes à carreaux rouges, leur rire se mêlant à la musique sous les manants d'enceintes portables. La transformation par rapport à quelques semaines auparavant était frappante. Là où le silence et la peur régnaient, la vie et les voix remplissaient désormais chaque recoin. Isaiah se tenait près d'un des barbecues, retournant habilement des hamburgers tout en discutant avec les voisins. Son épaule avait bien guéri, bien qu'il ressentit encore une légère douleur lorsque le temps changeait. Les cicatrices physiques s'estompaient plus vite que les souvenirs. Madame Lorraine s'approcha, portant un pichet de limonade fraîche. Channel 7 vient de diffuser un autre reportage sur les inculpations, dit-elle en lui servant un verre. Mallory risque 20 ans minimum. Buru aussi. Isaiah hocha la tête, acceptant la boisson. Les preuves du FBI étaient assez claires une fois qu'ils ont commencé à creuser. Étonnant ce que les gens enregistrent sur leur compte à Shoah. 5 volontaires ont accepté des accords de plaidoyer, continua Madame Lorraine, sa voix portant cette précision d'enseignante, renversant toute l'opération. Le juge Albrook n'a pas pu démissionner assez vite une fois que ces liens ont été mis en lumière. Un éclat de crise enfantin attira leur attention. Près de l'aire de jeu, Nia enseignait aux plus jeunes comment faire des roues. Sa confiance restaurée après des semaines de guérison. Elle surprit Isaiah en train de la regarder et fit un signe de la main, son sourire assez lumineux pour éclipser toute ombre persistante. Les réformes des services sociaux sont officielles, dit Mademoiselle Lorraine. Nouveau protocole de vérification. Caméras corporelles obligatoires pour tous les retraits d'enfants. Ils appellent cela Initiative Call. Isaiah secoua la tête. C'était tout le travail de la détective Ortiz. Son témoignage a tout révélé. En parlant d'elle, Madame Lorraine fit un geste vers le clubhouse où Ortiz arrivait en civil, une boîte sous le bras. Elle avait été réintégrée avec des félicitations après que l'enquête l'eût blanchie.
Le clubhouse lui-même avait subi une transformation. Le sous-sol où les enfants avaient été retenus était maintenant scellé, mais l'annexe avait été convertie en quelque chose de nouveau. À travers les fenêtres, de nouveaux tapis étaient visibles au sol, ainsi que de l'équipement d'entraînement et des miroirs. Une pancarte au-dessus de la porte indiquait « Centre de défense communautaire ». Bientôt l'heure du cours de l'après-midi, lui rappela Madame Lorraine. « Je m'occupe du barbecue. » Isaiah lui tendit la spatule et se dirigea vers l'annexe. À l'intérieur, des seniors se rassemblaient déjà, vêtus de vêtements de sport confortables. Ils discutaient et s'étiraient, leur lassitude initiale de l'exercice ayant depuis longtemps été remplacée par la détermination. « Très bien, tout le monde, » lança Isaiah, sa voix portant cette autorité calme de ses jours de cils. « Commençons par nos exercices de respiration. » Madame Lorraine apparut dans l'embrasure de la porte, prenant sa place habituelle contre le mur. Elle commença un compte régulier, son timing parfait après des décennies d'enseignement. Sous sa cadence, Isaiah démontra des blocages et des frappes de base, des mouvements conçus pour renforcer la confiance autant que l'habileté. « Rappelez-vous, dit-il, marchant entre les élèves pour ajuster les postures. Il ne s'agit pas de blesser qui que ce soit. Il s'agit d'être prêt, d'être unis. » À travers la fenêtre, il pouvait voir Nia entrer avec un ruban bleu vif. Elle les collectionnait, un pour chaque étape de la guérison de la communauté. Le mur à côté de la porte en affichait déjà des dizaines, chacun marquant une victoire, le jour des inculpations, la réforme des politiques des services sociaux, la première promotion réussie. Nia attendit patiemment la fin de la leçon, puis s'approcha du mur avec cérémonie. Ce ruban commémorait la démission du juge Albrook et l'enquête fédérale subséquente sur la gestion des ordonnances de retrait par le tribunal. Elle l'attacha soigneusement à côté des autres, reculant pour admirer la collection. « Ça a l'air bien, ma puce, » dit Isaiah, passant un bras autour de ses épaules. « Nous aurons bientôt besoin d'un mur plus grand, » répondit-elle avec un sourire. Dehors, la fête de quartier battait son plein. Théo avait installé un écran de projection montrant les moments forts de sa couverture. Le direct qui avait contribué à démanteler le réseau de trafic lui avait valu un prix régional de journalisme. Mais surtout, il avait montré au quartier sa propre force. Des enfants jouaient à chat autour des tables tandis que les parents bavardaient, partageant des plats et des histoires. La peur qui avait maintenu tout le monde isolé derrière des portes verrouillées avait été remplacée par quelque chose de plus fort, la communauté. Isaiah regarda Madame Lorraine organiser une leçon de line dance, sa voix portant à travers la pelouse alors qu'elle annonçait les pas. La détective Ortiz les rejoignit, ouvrant la boîte qu'elle avait apportée. À l'intérieur se trouvaient des certificats officiels pour la première promotion du centre de défense. « Le département veut s'associer à votre programme, dit-elle. L'étendre à d'autres quartiers. Tant qu'ils comprennent qui est en charge, répondit Isaiah. Cela reste sous la direction de la communauté. Ils ont appris cette leçon à la dure. Ortiz acquiesça, observant l'ancienne voiture de patrouille de Buru passer, maintenant marquée du numéro d'un nouvel officier. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le cul-de-sac. Mais contrairement à avant, ces ombres ne contenaient aucune menace. Les lumières des Porsche s'allumeraient bientôt, non pas en avertissement, mais en bienvenue. Le quartier avait retrouvé sa voix dans le bavardage des enfants, dans les appels de salutation entre les maisons, dans la cadence régulière de Madame Lorraine alors qu'une autre classe commençait. Tout au long, la musique jouait et les barbecues fumaient, les sons simples de la vie qui reprenaient. Isaiah regarda Nia rejoindre ses amis, son rire portant à travers la pelouse. Le silence qui avait autrefois signifié la peur avait été remplacé par un but, par le rythme régulier d'une communauté qui avait appris à rester unie. Le cul-de-sac bourdonnait d'activité, chaque voix ajoutant au cœur du renouveau, là où le silence avait autrefois régné par l'intimidation. Maintenant, l'air était rempli des sons de la vie retrouvée, conversation, musique, rire, la cadence persistante du conte de Madame Lorraine, et les voix déterminées des voisins qui avaient trouvé leur force dans l'unité. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.